Bonjour à tous. Donc cette vidéo, elle concerne la séquence 5 de sciences sociales et politiques. Quels sont les répertoires de l'action politique aujourd'hui? Donc si on présente un peu les quelques lignes du programme, on nous demande, donc tout en insistant sur l'acte électoral et son rituel, on proposera une conception ouverte de la notion de répertoire d'action politique ne se résumant pas à la pratique régulière du vote. Donc, dans un premier temps, il y a l'idée que le vote c'est un acte électoral, mais aussi un acte, enfin que c'est un rituel. Ensuite, il faudra voir que ce répertoire d'action politique ne se résume pas à la pratique du vote. Donc on va voir que le vote fait partie du répertoire d'action politique et un moyen d'action politique, mais qu'il n'est pas le seul. Et ensuite, quand on parle de dimension individuelle comme collective de l'action de protestation politique, on verra que la protestation politique, ça peut se faire par des actes individuelles, mais aussi par des mobilisations plus collectives. Et enfin, on terminera avec l'évolution des répertoires d'action politique et on verra surtout aujourd'hui quels sont alors les sujets de bac possibles sur cette séquence. Là, j'en ai sélectionné 5. Il y en a davantage, mais ils sont tous de la même sorte. Par exemple, montrer que le vote n'est pas le seul moyen de participer à la vie politique, ben là, ça implique de dire que le vote, c'est un moyen de participer à la vie collective, à la vie politique, pardon, mais qu'il existe d'autres moyens de participer à la vie politique. Le deuxième sujet vous montrerait que les répertoires de l'action politique se transforment. Eh ben, là, il faudra parler de l'évolution des répertoires d'action politique qui partent du vote à des moyens d'action plus divers aujourd'hui. Même chose avec le troisième sujet, montrer que les répertoires d'action politique se sont diversifiés. Donc en passant du vote à d'autres modes d'action. Le quatrième, montrer que la participation politique aujourd'hui ne se réduit pas au vote. Là encore, on montrera que le vote, c'est un mode de participation politique, mais qu'il en existe d'autres. Et la même chose pour le cinquième sujet. Donc, les sujets sur cette séquence, il y a peu de surprises. Voilà, ils demandent quasiment tous le même type de réponse. Donc, les objectifs de cette séquence, quelques définitions. Sinon, il faut montrer que le vote, c'est un acte électoral et un rituel social. C'est ce qu'on fera au début. On montrera ensuite que la protestation politique, ça peut être un acte individuel, mais aussi un acte collectif. On parlera des évolutions, des répertoires d'action politique. On parlera, enfin, on devra montrer que les formes d'action politique se sont diversifiées et qu'il en existe aujourd'hui un panel assez large. Alors le premier point de cette séquence vise à montrer que l'action politique est encadrée. Ce premier document montre que il y a des règles nécessaires à l'activité politique. En fait, on attaque dans le premier paragraphe à nous dire qu'il a fallu trouver un moyen, un fonctionnement qui permet la formation d'une opinion politique dépassant la poursuite de l'intérêt individuel. Donc pour cela, il a fallu créer un ensemble de procédures juridiques encadrées par un état de droit assurant la contrainte légale. Donc, quand on nous parle ici donc de notion d'état de droit, un peu plus loin, on nous parle de procédures juridiques qui assurent une réalisation des débats équitables et des argumentations sans contrainte. Donc en fait, l'action politique a dû se doter d'institutions.
Donc on voit dans ce deuxième document qui montre un système de classement des différents pays selon différents critères ici qui répondent à 60 questions. Le but étant d'établir un classement euh, par rapport au niveau de la démocratie dans ces pays-là. Donc on va de démocratie complète, totale, à des régimes autoritaires. Donc ce qu'il y aurait à retenir, à comprendre de ce document, c'est que des démocraties complètes sont possibles grâce à grâce à plusieurs critères, grâce à des institutions, grâce à des règles qui sont mises en place et qui favorisent, par exemple, le pluralisme, la participation politique, les libertés civiles. Donc, une démocratie, une vraie démocratie. Alors, le document 3 qui est un extrait du code électoral, vous avez d'ailleurs le lien ici pour consulter le code électoral dans sa totalité. Qu'est-ce que l'on qu'est-ce que l'on retient de ce document? Eh bien, le vote, la procédure électorale est encadrée strictement. En effet, on voit que chaque bureau de vote, il y a un président. Dans chaque bureau de vote, on ne peut pas avoir la présence de forces armées, par exemple. Euh, les discussions, les délibérations sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote. On nous parle ici aussi d'enveloppes qui sont fournies par l'État. Donc les enveloppes dans lesquelles on met les bulletins sont soumises à des règles. On nous parle aussi de procès verbal ici. Donc tout ce qui se passe dans un bureau de vote qui pourrait être un petit peu particulier ou qui serait un peu différent du fonctionnement normal dès qu'il y a disons un problème, ça doit être inscrit sur le procès verbal. Euh, on voit aussi qu'il peut y avoir dans chaque bureau de vote la présence d'un délégué habilité à contrôler les opérations électorales. Donc toutes ces mesures-là, et il y en a bien d'autres, montrent que la pratique du vote en elle-même n'échappe pas à ces règles-là, est encadrée et institutionnalisée. Donc le dernier document, là, enfin les deux derniers documents de ce premier point, on nous parle de pot de vin. Déjà, un pot de vin, c'est le principe d'un pot de vin, c'est de donner de l'argent ou autre chose, des cadeaux en nature à une personne, donc en espérant que ça nous apporte un avantage. Donc c'est proche de ce qu'on peut appeler la corruption. On se rend compte que certains pays sont particulièrement concernés par ce genre de pratique euh, et en fait on comprend que ces pratiques-là sont limitées justement, oui, sont limitées. On évite ce genre de pratiques grâce à toutes les procédures, à toutes les règles que l'on a vues juste avant. Donc l'intérêt d'institutionnaliser la pratique politique, la participation politique, ben, l'intérêt il est justement d'éviter ce genre de pratique-là qu'on ne doit pas retrouver a priori dans des démocraties. Alors, après avoir vu là dans le premier point que l'action politique était encadrée par des règles, par des institutions qui régulent un petit peu la vie politique, on s'attache dans ce deuxième point au vote. Le vote qui est considéré comme un rituel social. Donc, on voit dans ce premier document que voter, c'est apprendre un ensemble de gestes matériels et de savoir-faire pratiques. On nous dit que par rapport au vote, que tout cela n'a rien d'anecdotique. Donc le vote, qui pourrait être considéré comme l'acte principal de participation politique, il faut comprendre que c'est quelque chose qui est un petit peu sacralisé. D'accord ? C'est un ensemble de gestes, de savoir-faire
qui sont liées au vote, il y a quelque chose un petit peu de cérémonial dans le vote. On considère que c'est une pratique sociale symbolique. En effet, il y a des lieux qui sont identifiés, auxquels les gens sont attachés. C'est le bureau de vote, qui est historiquement dans un lieu public, voilà, auquel les gens sont attachés. Il y a un décor à l'intérieur, il y a comment dire, un fonctionnement bien particulier. Le décor, ben, c'est les isoloirs, c'est l'urne, c'est éventuellement des affiches d'informations sur les règles à respecter. Et tout le moment dans lequel on est, le moment dans lequel on rentre dans le bureau de vote, tout ça, c'est soumis à une espèce de cérémonie où on voit que donner sa carte d'identité, se faire tamponner la carte électorale, lorsqu'on met son enveloppe dans l'urne, que le président du bureau de vote dit à voter, le passage dans l'isoloir, récupérer l'enveloppe, récupérer les papiers. Donc tout ça, ça participe à construire une sorte de... Voilà. Alors, on voit dans le texte là que ce fonctionnement-là, par le vote, ce fonctionnement-là de la vie politique, a mis quand même un certain temps à s'installer. Là, dans ce texte, quand on nous dit il paraît que vous ne payez pas à boire, vous allez vous faire battre, on voit que ben, du coup, en réponse à cela, ce candidat, le député, proposait une bouteille d'eau de vie, une bouteille de vin blanc, une bouteille de cidre aux personnes qui voulaient bien venir à sa conférence. Bon, on voit que cette pratique-là a bien évolué. On n'est plus dans ce genre de pratique. On voit ici aussi que il y a eu des processus qui montrent que la participation politique a évolué et on peut parler d'un long apprentissage. Les gens ont dû apprendre à participer politiquement. Donc d'abord par l'extension du suffrage universel. Euh, on assiste aussi à une spécialisation de l'activité électorale, ce qu'on peut appeler professionnalisation. C'est considéré aujourd'hui comme un métier, la politique. Bon. Et l'autre aspect sur lequel on reviendra, c'est la condamnation de la violence politique, ce qu'on peut appeler la pacification pardon, de la vie politique. Donc, dans ces deux documents, il faut voir que euh, la participation électorale, alors on voit dans ce document que la pratique du vote a elle aussi, a elle aussi évolué. Et donc ce suffrage universel a mis du temps à s'installer et à être réellement ce que l'on connaît aujourd'hui. On voit par exemple en 1913, on nous parle, on nous dit que le but est d'assurer le secret et la liberté du vote par un vote avec enveloppe, isoloir, et que c'est le votant lui-même qui introduit son bulletin dans l'urne. Donc ça, c'est il y a un peu plus de 100 ans. On voit que c'était pas acquis dès le début. Qu'est-ce qu'on peut voir encore qui montre cela? L'inscription sur les listes électorales devient obligatoire à partir de 1951. Donc, bien ça, ça montre que jusqu'à 1951, la pratique électorale était peut-être un peu plus aléatoire que ce qu'on connaît aujourd'hui. En 1988, transparence financière de la vie. Donc, pour finir sur cette deuxième partie par rapport au vote, il faut, euh, il faut comprendre que le vote a été un moyen de faire disparaître la violence
du champ politique, notamment. On voit opposition entre le vote et la violence. Le vote a permis de dispenser de tout recours aux moyens de la force. Illégitimité morale et politique de ce type d'action qui est la violence. Et donc l'usage de la violence perd finalement toute crédibilité normative. On nous dit ici que la pratique du vote, des procédures nouvelles existent qui doivent permettre à chacun de manifester son désaccord. Donc le vote a permis cela, c'est-à-dire que la participation politique se détache de la violence et le vote devient un moyen pacifique de manifester son désaccord. Donc ce dernier point-là nous amène à la suite, nous sert de transition, où en fait, est-ce qu'on doit considérer pour autant que le vote a entraîné la disparition de toutes les autres formes d'expression politique? C'est ce qu'on verra par la suite. Non, le vote c'est une forme